Eh ben ZCDD, du coup déjà cadeau, un nouvel acronyme parce qu'on n'en avait pas assez. Je m'appelle Adeline Morel, je suis développeuse chez IDEM, qui est une ESN lyonnaise. Et avant ça, j'étais professeure des écoles. Et puis ça, c'est moi maintenant, parce que je suis devenue dev. Voilà. Et entre les deux, donc déjà avant de parler de ma formation, quand on est professeur des écoles, il faut savoir que on passe notre temps à commenter des trucs. Et il y a deux catégories de commentaires déjà. C'est d'abord, il faut se dire que quand on a une classe de 28 élèves devant soi toute la journée, on a une sacrée charge mentale. Du coup, il faut. J'ai passé beaucoup de temps à écrire des commentaires sur ce qui se passait pour me rappeler pour après, quoi. Et puis, il y a un deuxième type de commentaires, c'est les commentaires pour communiquer. Et là, c'est quand je devais communiquer donc avec les parents ou avec les élèves ou avec les futurs enseignants. Donc, il y avait, en fonction à qui je devais adresser mes commentaires, on voit qu'il y a différents contextes qui se dessinent. Donc, quand j'ai fait ma formation pour devenir développeuse, j'ai vite pris connaissance du fait qu'on pouvait émettre des commentaires un peu partout, donc c'était trop bien parce que je me suis dit je vais pouvoir refaire pareil, je vais pouvoir me libérer de la charge mentale parce que je comprends rien à ce que je fais de toute façon pour l'instant, donc je suis obligée j'écris plein de commentaires comme ça au moins je sais ce que j'ai fait et c'est clair pour moi. Et puis je pouvais pas vraiment écrire des commentaires pour communiquer parce que en fait, c'était une formation en solo et du coup, j'avais pas d'équipe avec qui communiquer, donc c'était que pour moi. Mais je m'étais dit, le jour où je vais arriver dans une équipe sur un vrai projet, il va falloir que je me mette à écrire des commentaires un peu plus sympas pour mes collègues pour qu'ils puissent comprendre ce que je fais, quoi. Et là, en fait, je relis une première MR et une première PR. Peu importe. Et en fait, je me rends compte qu'il y a 0 commentaire dedans. Et je me dis, mais du coup, j'ai peut-être rien compris, parce que en plus, eux, ils font du TDD, des trucs, des machins, ça a l'air vachement bien ce qu'ils font. Donc, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Et du coup, je suis bien embêtée de me retrouver avec 0 commentaire. Et puis moi qui voulais commenter, bon. Donc, ce talk, c'est un retour d'expérience sur ma pratique des commentaires dans le code après 11 mois dans le développement. Alors déjà, pour aller un peu plus loin dans les types de commentaires qu'on peut trouver quand on est dev, en fait, il y a 4 familles que moi j'ai repérées. La première famille, c'est la famille des to-do, pour guider la tâche en cours. Donc là, c'est des commentaires. Là, on est dans la catégorie dont je parlais au début pour se libérer de la charge mentale. C'est vraiment des commentaires pour moi qui vont pas partir en production et qui vont avoir une courte durée de vie, qui vont me servir à me guider. Alors quand je parle de libérer de la charge mentale, il y a un type de to-do que je retrouve des fois dans d'autres équipes, parce que des fois maintenant je suis amenée à travailler dans d'autres équipes et je vois d'autres choses. Et je vois des to-do qui ressemblent à ça. Donc là, c'est des to-do qui permettent de se libérer de la charge mentale, mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de reporter la charge mentale à plus tard. Donc on la reporte à plus tard, soit pour soi-même, on va retomber dessus, et puis on se dit tiens, je vais le faire plus tard. Alors bon, généralement, c'est pas tout à fait vrai. Et puis, ça peut aussi tomber sur un collègue qui va tomber dessus. Et puis, peut-être que le collègue, il fait comme moi, il est en train de faire ses to-do pour se guider, pour se libérer de la charge mentale. Et là, il se rajoute de la charge mentale, en fait, de quelqu'un qui a voulu s'en enlever avant. Donc bon, on tourne un peu en rond et du coup, c'est un peu contre-productif. Du coup, dans ce cas-là, moi, ce que je fais quand j'ai une idée pour plus tard, c'est que je crée un ticket sur GitLab, parce que c'est un outil qui est pratique pour ça. On a la possibilité même de prioriser l'idée qu'on a eue pour plus tard. Donc, pour moi, c'est un outil qui est plus efficace. Alors,
moi, ma manière d'utiliser les to-do dans le code, maintenant, c'est comme ça. Par exemple, le premier en haut, c'est quand j'ai pas d'idée encore de ce que va vouloir dire cette variable, que je l'ai pas encore utilisée dans mon code, je viens juste de la pondre comme ça. Je l'appelle Toto, merci Nolwenn. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que voilà, je l'utilise dans mon code et ça y est, je comprends ce qu'elle veut dire en termes de sémantique. Et là, je vais pouvoir la nommer. Un to-do remove, ça c'est quand je sais que si j'enlève quelque chose là, à cet endroit-là, je vais casser quelque chose quelque part. Donc d'abord, je vais avoir un prérequis, je vais m'occuper du prérequis, puis je reviens, j'efface mon to-do, je m'occupe du to-do. Et puis des fois, j'écris juste to-do parce que je sais que je vais pouvoir me rappeler de ce qu'il fallait faire. C'est juste que j'ai besoin de retrouver le fichier de code en question ou la ligne de code en question. Et alors, comme on a vu que des fois j'ai des collègues qui écrivent des to-do autres, ce que je fais, c'est que maintenant je suffixe avec mon prénom, comme ça au moins je les retrouve plus facilement. Donc ça, c'était la première catégorie, enfin la première famille. La deuxième famille, là, on rentre dans la catégorie des commentaires de communication. Donc là, c'est la famille des commentaires pour expliquer comment utiliser le code. Donc c'est comme un mode d'emploi. Quand on doit monter un meuble, on veut savoir de quel est-ce que je dois prendre les vis A, B, X, 12, je sais pas quoi. À quoi doit ressembler le meuble à cette étape de fabrication une fois que j'ai utilisé mes outils, etc. Donc j'ai besoin, des fois j'ai quelque chose de complexe et du coup j'ai besoin de savoir comment je vais devoir utiliser ça. Donc là, moi, un exemple de ce à quoi je fais référence par rapport à ça, c'est par exemple la Javadoc qui me permet, donc là c'était sur Mockito, j'avais besoin de comprendre comment utiliser DoAnswer. Donc ce qui est bien avec ce type de commentaire, c'est qu'on voit que c'est structuré. On a d'abord le contexte d'utilisation, on nous dit quand est-ce qu'on peut utiliser cette méthode-là. Ensuite, on a un exemple, on nous renvoie vers d'autres exemples si besoin dans de la documentation en ligne. Et puis, je sais pas si je cache, mais ensuite on a, voilà, de quoi j'ai besoin. Bon, je sais pas où il est le machin, c'est ça. Voilà, c'était juste pour m'amuser à faire. De quoi j'ai besoin pour utiliser ma méthode et qu'est-ce que ça va me retourner. Alors la troisième famille, c'est une famille qui m'embête un peu. C'est une famille qui rentre encore dans la catégorie de la communication. Et là, si on regarde un peu cette horloge, ce qu'elle fait, c'est que les chiffres ont été remplacés en fait par des positions d'aiguilles. Donc le problème qu'on a, c'est que ça nous apporte aucune information sur ce que font les aiguilles, sur ce qu'elles veulent dire, comment les utiliser, comment lire la position des aiguilles. Donc là, ce que je veux dire en fait, c'est que des fois on a des commentaires qui s'ils disent ce que fait le code, ils sont redondants en fait. Mais c'est pas ça le problème principal. C'est que le code, c'est quelque chose qui est dynamique, qui est vivant, qui va pouvoir être refactoré, notamment nos IDE modernes, ils sont capables de faire des choses automatisées et de toucher du code un peu partout, alors que les commentaires, eux, ils vont rester tels qu'on les a écrits, et notamment dans le temps, ils risquent de vraiment pas être remis à jour, parce que quand on tombe sur un commentaire qui a été écrit peut-être il y a longtemps, on va pas oser forcément le modifier et puis on se retrouve avec des choses qui sont fausses, avec un commentaire qui dit quelque chose et le code qui dit autre chose. Et donc ça c'est une famille de commentaires que je n'utilise pas et que j'avais tendance à utiliser beaucoup pendant ma formation justement pour m'expliquer à moi-même ce que je faisais, mais on n'en a pas besoin. La famille d'après, c'est pourquoi ce code. Alors quand je dis pourquoi ce code, c'est pas pourquoi ce code trop bizarre que je viens de trouver. C'est un besoin de justifier pourquoi j'ai choisi de faire ce code de telle manière plutôt qu'une autre. Donc là, on a des personnes
qui ont décidé d'utiliser un algorithme. Alors moi, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais un algorithme Boyer-Moore plutôt que une autre solution qui paraissait intuitivement plus simple. Et donc ils expliquent leur choix, voilà, dans un commentaire. Alors, moi, je ne sais pas encore trop ce que je pense de ce type de commentaire. J'en utilise pas vraiment. Mais j'arrive à comprendre en tout cas comment des personnes ont décidé d'écrire ça. Ils se sont dit peut-être que on n'a pas envie que quelqu'un décide de refacto parce que voilà, vu que c'est contre-intuitif, ils se sont dit je vais ajouter un commentaire pour expliquer voilà pourquoi il faut pas faire l'autre solution. Bref. Mais en fait, j'ai découvert récemment qu'il existe des documents qui s'appellent des ADR, c'est des Architectural Decision Records. Et en fait, c'est des documents qui permettent d'avoir un historique sur les décisions qui ont été prises et le contexte dans lequel elles ont été prises, pourquoi elles ont été prises, etc. Et donc, plutôt que d'avoir plein de commentaires comme ça partout dans le code, surtout si c'est des choses qui sont un peu structurantes, on a vraiment à un même endroit une documentation qui permet de retracer tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'utiliser les ADR. Mais là, donc, on a vu que, je dis qu'il ne faut pas faire des commentaires pour expliquer ou pour justifier. Mais bon, on a vu aussi que généralement, moi j'ai tendance à avoir ce besoin de justifier et d'expliquer. On a tous des fois ce ressenti de se dire j'ai envie que mon collègue il comprenne pourquoi j'ai fait ça. Et donc pour ça, en fait, il va falloir s'intéresser, pour pouvoir faire du ZCDD, il va falloir s'intéresser à comment je peux gérer la complexité autrement, plutôt que d'écrire des commentaires. Alors pour ça, on a des outils qui existent. Et donc je vous disais que l'équipe dans laquelle j'étais arrivée au début pratique le TDD, le DDD, etc. Donc je vais m'arrêter justement sur ces deux outils. Alors avant ça, j'ai oublié, il faut que je vous explique ce que c'est la complexité logicielle. Donc il y avait la même slide ce matin dans le talk d'Alexandre quasiment, mais je vais faire à ma sauce. Du coup, je vous réexplique quand même les complexités. Il y a la complexité essentielle, c'est la complexité qui est inhérente au métier. Donc moi, par exemple, je travaille dans le domaine du nucléaire et il faut bien imaginer que forcément, dans mon code, il va y avoir la complexité du métier qui va se retrouver. Donc, premier type de complexité. Ensuite, on a la complexité obligatoire. Ça, c'est lié plus aux outils, aux technologies, donc aux frameworks qu'on décide d'utiliser pour notre produit. Et puis, par-dessus tout ça, il va y avoir la complexité accidentelle. Donc là, c'est tout ce qui est dette technique, pourrissement logiciel, mauvais choix qu'on aurait fait. Et on en aura toujours un peu, même si on essaye de l'éviter au maximum. Mais déjà, on peut s'intéresser aux deux complexités qui sont en bas, donc la complexité essentielle et obligatoire. Pour réussir à les gérer, en fait, on va pouvoir utiliser le DDD. Donc le DDD, moi je sais que c'est très compliqué à apprendre et j'ai à peine commencé, mais ce que j'ai compris déjà, c'est qu'il me permet d'isoler dans des couches applicatives mes types de complexité. Donc la complexité essentielle, je vais l'isoler dans une couche applicative qui du coup n'aura aucun framework parce que je ne veux pas y mettre de la complexité obligatoire. Je vais gérer uniquement la logique métier dans cette couche applicative. Et ensuite, du coup, vous aurez compris, il y a d'autres couches applicatives qui permettent d'avoir uniquement la complexité du framework, etc. Enfin, la complexité obligatoire, excusez-moi. Voilà, donc le DDD. Un outil que j'utilise beaucoup, c'est le TDD. Alors, quand je dis TDD, moi, c'est Test Driven Development, parce qu'il y a aussi le Type Driven Development. Et donc, le Test Driven Development, juste quelque chose d'important, c'est pas
ce n'est pas une méthode de test, c'est une méthode pour guider notre code via les tests. Donc, comment on fait du TDD ? Première étape, on écrit un test qui va échouer parce que le code qui va faire passer ce test n'existe pas. Donc là, dans cette première étape déjà, je vais revenir à la toute première famille de commentaires qu'on a vue. C'est la famille des to-do, vous vous rappelez ? Et là, en fait, je vais faire une to-do list en général parce que ce que je fais, c'est que j'écris un premier cas de test qui est vraiment le cas minimal. Mais quand je fais ça, forcément, j'ai tout plein d'autres idées qui me viennent. Donc, je vais me faire une to-do list parce que j'ai besoin de me décharger de la charge mentale. Et comme ça, je peux vraiment me focus sur ce test-là. Ensuite, étape suivante, je vais écrire juste ce qu'il faut de code pour faire passer ce test. Donc cette étape-là, je n'ai pas besoin d'utiliser de commentaires parce que mon but, c'est d'aller le plus rapidement possible faire passer mon test. À la limite, un to-do rename parce que j'ai écrit n'importe quoi comme nom de variable, mais c'est tout. Et ensuite, je passe à l'étape suivante. Là, je suis sereine sur le fait que mes tests sont ouverts, donc je peux améliorer le code, je peux refactorer le code. Et là, c'est là où je vais m'aider des fameux to-do aussi du début. Donc to-do rename, to-do remove, etc. etc. L'avantage d'écrire des cas de test en TDD, plutôt que d'écrire des commentaires, c'est que mes cas de test, ils vont expliquer ce que fait mon code. C'est pareil finalement. Sauf que, en plus de ça, mes tests, ils vont me donner du feedback. Si je casse quelque chose quelque part, mon test, il va passer au rouge. Donc, les tests, c'est quelque chose de vivant comme le code, c'est pas comme les commentaires. Et du coup, je préfère largement utiliser cette méthode-là plutôt que de commenter mon code. En plus de ça, en faisant comme ça, on voit qu'on a été vers quelque chose de simple, rapidement. On n'a pas cherché à anticiper sur le design, etc. Donc, je vais me retrouver avec du code qui est plus explicite et donc, je ne vais pas ressentir le besoin de l'expliquer, finalement. En plus de ça, un test... Alors, par rapport à un commentaire que j'aurais écrit, comme on a vu tout à l'heure, il y avait un petit pavé dans mon code qui justifiait pourquoi on avait choisi telle chose. Un test, on peut le j'arrive plus à trouver mes mots. On peut le structurer de cette manière. Donc la première étape du test, ça va être je vais instancier ma classe par exemple. Après je vais dire quelle action je performe dessus. Et puis je vais faire une insertion sur ce que j'attends comme comportement. Donc mon test, il est explicite et il se lit facilement. Donc voilà, on a vu on a vu 2 outils finalement principalement, mais déjà avec ça, moi je ressens plus autant qu'avant le besoin de commenter. Et en conclusion de tout ça, alors les commentaires, c'est à utiliser en dernier recours. C'est à utiliser en fonction d'un contexte. On peut vouloir justifier des fois ce qu'on a fait, on peut vouloir expliquer des fois ce qu'on a fait, etc. Mais c'est vraiment le contexte qui va nous dire si là j'ai vraiment besoin d'un commentaire. Donc moi je vous invite la prochaine fois que vous aurez envie de commenter, de voir s'il n'y a pas une autre solution qui s'offre à vous, et puis de vous essayer au ZCDD. Voilà. On a 5 minutes pour les questions. Du coup, moi j'ai une question assez simple. J'ai un exemple qui me vient en tête parce que c'est typiquement le type de commentaire que j'aurais jamais enlevé sur un bout de code que j'ai fait en Bash.
ça fait gagner au moins 20 ou 30 lignes de code si c'est pas 50, en une ligne. Donc c'est autant de chances de bug de moins à faire. Et pourtant, la ligne de code qui le fait est absolument pas explicite. Tu le ranges dans quelle famille? Je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir compris. Du coup, je sais pas répondre. Voilà. Je sais pas. Si tu veux, on en reparle après et que tu me réexpliques parce que j'ai pas bien compris. Quelqu'un veut répondre, bien sûr. Oui, sinon, ouais. Je pense que utiliser un ADR dans ce genre de cas, ça peut être aussi pas mal, où tu peux vraiment donner le contexte de pourquoi tu transformes ces 30 lignes de code en une seule ligne de code. Même si c'est pas très intuitif, tu peux aussi décomposer toute la ligne en plusieurs étapes pour bien la comprendre plus tard. Pour un simple script, en fait, Pourquoi pas? Une autre question? Merci pour la présentation. Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait s'attaquer à la complexité au kernel logiciel. Enfin, en tout cas, tu as présenté le bouquin d'Evans, non seul sous-titre. Est-ce que tu peux nous donner quelques outils, quelque chose qui nous permettent de maîtriser la complexité essentielle? Du coup, si je parle d'archi-hexa, je suis dans le sujet ou pas? Je sais pas, oui. Donc quand on fait de l'archi-hexa, par exemple, on isole vraiment ce qu'on appelle le domaine. Et je suis en train d'oublier ta question au fur et à mesure, c'est terrible ce qui m'arrive. Mais j'ai pas l'habitude, hein, c'est mon premier talk, voilà. Comment on peut réduire la complexité essentielle? J'appréhendais cette partie des questions, c'est terrible. On peut nommer correctement, je sais pas, en fonction de termes métiers déjà, on peut essayer de vraiment faire en sorte que le code représente vraiment le métier. Donc déjà, je sais pas si je m'égare en parlant de bandit context. Non, c'était pas ça que je voulais dire. C'était ubiquitous language, rien à voir. Mais ça a presque quelque chose à voir. L'ubiquitous language, c'est en gros, on se met d'accord avec le métier sur un vocabulaire commun. Et du coup, on va utiliser ce vocabulaire dans le code aussi. Comme ça, on est tous d'accord sur ce qu'on met derrière. Et donc, le code est explicite puisque on a des termes... Ouais, bon, j'arrive pas à finir ma phrase, mais voilà, vous avez compris. S'il n'y a pas de questions, on peut la goûter.